Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour la critique de l'épisode 9 qu'on vient tout juste d'aller voir, et pour la première fois avec moi à l'écran, de Jurs, qui a été mon compère pendant plusieurs années sur le podcast, et qui a décidé pour ce dernier épisode de la saga Skywalker de revenir avec moi pour présenter un peu notre critique, notre avis. Donc, pour donner l'avis sur la saga. On avait déjà donné notre avis sur l'épisode 7 à l'épisode du podcast. On l'avait pas fait sur l'épisode 8. Non, je sais pas si on avait fait Rogue One peut-être. Il me semble. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très content de le voir ici. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui suivaient le podcast à l'époque qui savent à peu près comment il a contribué. Oh mon Dieu, c'est lui. Oui, c'était moi. Donc, au programme de cet épisode, qui sera sans doute en deux parties, alors on verra au moment du montage comment on fera la découpe. On va commencer par l'épisode 9 sans spoiler, donc une zone où vous serez tranquille, vous pourrez regarder sans problème. Et après, on vous dira que y a des spoilers, on mettra une petite étiquette et ça va spoiler allègrement. Disons qu'on s'en fichera de balancer des trucs, il faudra qu'on fasse du film. C'est ça, on va vraiment parler du film, rentrer dans les détails de ce qu'on a pensé de ce film-là. On fera également un retour sur la troisième trilogie, donc la saga, les 7, 8, 9 dans son ensemble, sur plusieurs thèmes. Et après, on fera un petit détail sur l'impact de cette trilogie dans la saga et l'avenir de la franchise Star Wars. On va donc commencer avec la partie sans spoiler, puisqu'on a vu le film il y a... quelques heures. Ah, voilà, ça fait 2 heures qu'on est revenu du ciné à peu près. Et globalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? J'ai des sentiments très mitigés moi vis-à-vis de ce film. À la fois, je me dis qu'il a réussi à conclure un peu cette trilogie, même si en même temps, de bons éléments, mais dans une saga qui est un peu... qui est bancale, ouais. C'est ça. Moi j'ai beaucoup apprécié ce film pour son côté nostalgie, vraiment énormément de fanservice qui à mon sens n'était pas inutile. Qui fait pas trop fanservice. C'est ça. Qui est plutôt un rappel en disant ok, c'est vrai que dans les deux précédents on avait un peu oublié les fans, surtout dans l'épisode 8 où clairement on crachait sur les vieux fans qui étaient là depuis le début, qui étaient hardcore quoi. J'ai toujours un avis mitigé sur l'épisode 8 parce que je suis très très partagé là-dessus. Mais du coup là il y a un rappel en disant ok, on vous déteste plus. Il y a un peu, j'ai l'impression qu'Abrams a essayé de dire ouais non, on vous a pas totalement oublié. Et c'est vrai que ça fait plus plaisir que dans le 8. C'est ça. De pas se sentir insulté parce qu'on apprécie cette franchise quoi. C'est ça. Après sur l'histoire de manière générale, on va dire qu'elle est très très convenue et elle débarque un peu de nulle part parce que sans spoiler, on a le retour de Palpatine. C'est ça. Qui, oui parce que de toute façon techniquement il y a eu tellement de leaks sur YouTube, sur machin. Il est dans les bandes annonces quoi. Je crois qu'on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut sur le film sans aller voir le film. C'est ça. Aujourd'hui, moi je suis assez mitigé sur cette réapparition de Palpatine. Déjà parce que... C'était pas vraiment préparé, ça arrive complètement comme un cheveu sur la soupe vis-à-vis de la saga. Il n'y avait aucun indice qui laissait à penser qu'il y avait quelqu'un derrière Snoke. Qu'on avait une entité au-delà de ça. Je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu gros quoi. C'est un petit peu gros, c'est un petit peu facile de dire on va ressortir le méchant emblématique de Star Wars. Parce que qui était déjà, entre guillemets, le méchant des 2 premières trilogies, qui était mort et on pouvait espérer qu'il y ait quelque chose de plus. Alors dans un sens, il y a une logique à le voir réapparaître si c'est le grand méchant de la saga. Du coup, c'est là pour conclure. C'était le méchant de la première, c'était le méchant de la deuxième, ce sera le méchant de la troisième. C'est juste que là, c'était... Je sais pas, un peu facile de récupérer ce personnage. J'aurais préféré qu'on ait l'antagoniste général soit... que le film nous dévoile des éléments en disant vous voyez ces éléments que vous avez peut-être pas vus ou mal vus dans les épisodes précédents, en fait ils étaient là, il y avait des trucs. Et alors que là on a plus l'impression que ça a été raccroché un petit peu avec du scotch en disant ouais alors cet élément là que personne n'avait remarqué, on va faire ce qu'on peut, on va coller pour essayer de faire un truc cohérent, parce que là j'avoue on sait pas vraiment où on va. Voilà. Mais après, globalement, moi j'ai beaucoup apprécié le film. Les images sont toujours aussi. Ah oui, ça y a pas à dire, cette trilogie est vraiment, des images magnifiques. Il y a dans les 3 films. Beaucoup de critiques qui avaient été faites sur les bandes annonces, quand on voit Rey qui saute d'un vaisseau à l'autre dans l'espace,
ou des gens qui courent sur un croiseur. Ou Darkrai. Ou Darkrai. Effectivement, c'est des choses qui sont beaucoup mises en avant pour au final pas grand chose. Il y en a qui disaient ouais, la force permet encore une fois de sauter dans le vide. Non, enfin je veux dire, je vais spoiler direct parce que c'est un élément dont on se fout complètement. Le vaisseau est dans l'atmosphère à ce moment-là. Donc c'est vrai Oui, c'est ce que j'avais il y a beaucoup de théories qui ont été balancées comme la fameuse chevauchée, moi qui m'avait un peu choqué. Mais du coup, elle est justifiée, il y a une vraie raison là derrière, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Oui, voilà, c'est vrai qu'ils ont réussi comme à rendre moins ridicule de par l'enchaînement des trucs, où du coup on peut comprendre qu'ils en arrivent là parce qu'ils sont juste un peu aux abois, quoi, ils ont plus que ça, quoi. C'est ça. De mon point de vue, j'ai vraiment apprécié la séance. J'ai passé un bon moment, il y a énormément de... Oui, c'est ça, je me suis d'émotions. Ouais, il y a, comme j'ai quelques très bons moments où à un moment on fait ah. Voilà, il y a vraiment un attachement qui a été fait à dire on va faire une fin un petit peu en apothéose, on va faire... je peux pas trop spoiler, mais... on va faire plus gros. On va faire plus gros, alors on va faire revenir des trucs que les fans aimaient, mais de manière justifiée. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Enfin, justifié, on va dire... ça se justifie soi-même dans le contexte, mais après, c'est vrai que c'est pas non plus vis-à-vis de... En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. C'était pas non plus désagréable. Mais après, c'est peut-être aussi parce que j'espérais rien de ce film. Et moi, je m'attendais tellement à une catastrophe qu'au final, je pense que... Ouais, sans doute à pire. J'ai aussi cette appréhension. Et du coup, je me dis... Bon, finalement... C'est ça. Alors peut-être que quand je le reverrai, je sais pas si je me referai une séance au ciné, peut-être avec mon père. Je sais pas, après il faudra que j'y réfléchisse à ça, peut-être plus reposer plus tard. Et peut-être que j'irai le revoir au ciné, mais peut-être que à ce moment-là j'en aurai un autre avis, alors plus de recul dessus. Mais au premier abord, globalement satisfait. On va passer maintenant à la partie spoiler. Quittez la vidéo si vous voulez pas être spoilé et revenez nous voir après le film. Pour cette partie spoiler, est-ce qu'on parle un peu de l'histoire du coup? On va parler un peu de l'histoire. Donc, le film commence assez vite. Le film d'ailleurs s'enchaîne très très vite. Hein. Le rythme est très soutenu. Super rapide tout le temps. Il faut faire rentrer tellement d'informations en si peu de temps que. Mais parce que le film va vite. Mais en même temps, il y a entre guillemets, ils ont trouvé une justification à pourquoi le film va vite. C'est suite au retour de Palpatine qu'on apprend dès le début du film, hein, tout simplement parce que Kylo Ren va trouver un artefact qui lui permet de se rendre sur la planète d'origine des Sith. Et donc rendre peut-être du coup voilà, se rendre soi-disant pour éliminer du coup Palpatine qui pourrait menacer son empire. C'est comme ça que c'est décrit dans le texte, hein, du moins. Et du coup mais il va plutôt s'allier avec Palpatine. C'est ça, quand Palpatine arrive, il lui dit t'as 10 000 vaisseaux là devant toi, ça te tente. Il est fait. Bah pourquoi pas, ça peut être utile. Ouais, surtout quand t'as pas grand chose derrière à proposer. Ça. En fait, le problème, c'est que, étant donné qu'on n'avait pas vraiment l'idée de l'ampleur du premier ordre, on sait pas s'ils ont genre 12 vaisseaux qui traînent dans un coin, ou si ils ont des moyens un peu illimités, et c'est un peu les deux qu'on nous montre à chaque fois. On nous montre, ah ouais, ils ont quelques Star Destroyers, mais après, on nous montre Star Killer, où ils ont une base sidérale qui est une planète, et on sait pas, après, ils arrivent, détruisent 15 vaisseaux, puis après, il y en a un nouveau 20 qui débarquent. Et du coup, on a un peu l'impression qu'ils ont un pouvoir illimité, mais en même temps qu'ils contrôlent pas toute la galaxie, donc c'est un peu. On a l'impression qu'ils contrôlent rien et qu'en même temps ils ont un pouvoir faramineux. De nuisance astronomique. C'est assez étrange. Et un des premiers éléments qui nous est dévoilé, c'est du coup le fait que Snoke était un apprenti. Même pas un apprenti. Une création en fait. Une création. Le gars il l'a créé en éprouvette. Il s'est dit j'ai besoin d'une marionnette, ce sera Snoke. Voilà, alors on n'en sait pas plus sur Snoke, à mon avis je pense qu'on n'en saura jamais vraiment beaucoup plus. Je pense pas qu'il était en fait de manière à être plus développé que ça. Mais si c'est juste une marionnette. Mais ce qui aurait pu être intéressant, parce que ça reste quand même quelqu'un qui maîtrisait exceptionnellement bien la force, donc on aurait pu en apprendre un petit peu plus sur son héritage, qui il était, ça aurait pu être un clone raté d'Anakin Skywalker, ça aurait pu être plein de trucs. Des expérimentations. Dans Star Wars, tout peut être tout et n'importe quoi, un clone, un enfant caché, C'est ça. C'est un peu tout. Mais je m'attendais peut-être à un truc genre Palpatine qui veut se créer l'apprenti ultime après avoir perdu Darth Vader. Le problème c'est que Snoke dans le film paraît très vieux. Et c'est ça, on en voit d'autres. On voit d'autres Snoke, une sorte de clone bizarroïde mal formé. On a l'impression qu'il avait créé une quinzaine de marionnettes et qu'il y en a une qui a réussi à monter au pouvoir. Il a fait ok, je vais utiliser celle-là. C'est ça. Mais
Et donc on en voit également Palpatine, on découvre son visage, on découvre... Son visage qui est légèrement différent du coup de ce qu'on avait connu. Peut-être plus lisse, j'ai trouvé. Ouais, plus... Il fait plus jeune, alors pourtant il est censé être mort une fois. Je pense qu'il est surtout très bien conservé dans le formol. Tu vois, c'est un peu ce côté genre. Alors on le voit aussi qu'il est rattaché à des tas de machines. Clairement, le gars ne vit que plus et même plus vraiment humain quoi. D'ailleurs, à un moment quand je le vois avec le bras là, j'ai pensé à GLaDOS. Ouais, il est complètement dépendant d'une machine pour sa survie, ce qui se comprend. Mais par contre, l'énorme détail qu'on n'aura pas, c'est comment il a survécu à la destruction de l'étoile noire. En même temps, ils peuvent pas le dire, hein, c'est pas possible. Voilà, c'est-à-dire que... Le gars a réussi à fuir un générateur qui était en train d'exploser quand il est tombé dedans, il me semble. Non, pas encore, il n'explosait pas, mais il a été pulvérisé par le champ d'énergie. Par le champ d'énergie. Il a réussi à fuir ça, à trouver un vaisseau et à s'enfuir, à passer toute la flotte rebelle qui devait être à côté, quoi. C'est ça. Je sais pas, il a pris le vaisseau qui était à côté de lui quand il s'est barré avec le corps de Dark Vador. Je vois très bien le gars qui est en sneaky derrière. Donc c'est vrai que c'est un détail important parce que je trouve que ça décrédibilise un petit peu le combat enfin un peu une partie des deux premières trilogies où on a l'avènement d'Anakin en tant que Vador et Vador qui va faire sa rédemption, Vador qui est l'élu et qui est censé ramener l'équilibre dans la Force. Ce film balaye complètement cette histoire de prophétie et de... Après, de toute façon, elle n'a jamais vraiment été très forte. Je veux dire, même les Jedi ils étaient là, ouais, on sait pas trop. Ben, dans la prélogie... Ils en parlent beaucoup et c'est ce qui motive Qui-Gon. J'ai l'impression que c'est cette idée d'élu, je sais pas de quand elle est partie en fait. Parce qu'avant le 1, j'en avais déjà entendu parler. Et j'ai l'impression que c'est un truc de fan un peu de loin. Non, qui a été chopé peut-être des bouquins. Non, c'est bien dans le genre, je pense, de Lucas de créer ce système avec un élu. Il est toujours dans le. Oui, c'est vrai qu'il est dans la fantasy. Dans la fantasy, donc un élu, c'est au sens large. Et là, justement, d'avoir l'élu qui chute avant de se relever, c'était très intéressant. Ça apportait une dimension tragique à l'histoire. Et cette prophétie qui était complètement le moteur du 1, c'est cette prophétie qui fait que Qui-Gon récupère Anakin, que Obi-Wan soit tolère du coup ce qui se passe. Ils sont là, ils font écouter. Il y a peut-être une chance que ça soit l'élu, quoi. Si c'est lui, ce serait con de passer à côté quand même. Et voilà, donc c'est complètement passé sous silence. Qu'ils avaient raison, finalement, ils auraient peut-être pas dû. Et ils auraient peut-être pas dû. Et c'est un peu dommage, parce que je trouve que c'est un peu le côté genre... comme je dis, ils veulent faire la même chose en plus gros, du coup forcément ils sont obligés de reprendre le même méchant, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. S'ils veulent faire la même chose, ils peuvent prendre le même méchant. Et on va le faire un peu plus puissant, un peu plus menaçant, plus vieux, plus... Alors qu'il est pas si menaçant que ça dans le film, j'ai trouvé. Il est dangereux parce qu'il représente... ce que j'ai trouvé intéressant par exemple, c'est qu'il dit vas-y, terrasse-moi par la colère et je deviendrai une partie de toi. C'est même au-delà de je deviendrai une partie de toi, c'est je prendrai ton corps. Ouais, mais par ton corps, je contrôlerai le... Par exemple, c'est vrai que c'est intéressant avec cette idée que les maîtres Sith en fait sont souvent tués par leurs apprentis dans une espèce de quête de puissance. Mais en fait, à chaque fois que l'apprenti finalement peut-être tue son maître, il récupère il y a une partie du coup du maître qui passe dans l'élève et qui fait que du coup il y a une sorte de continuité toujours au sein des Sith. Et tu comprends du coup qu'il puisse avoir une direction plutôt donnée, parce que si c'est à peu près la même personne qui à chaque fois remplace, ou du moins qui imprime la personnalité de l'apprenti. Oui, il y a une logique. Il y a une logique qui se dessine. J'ai trouvé l'idée intéressante, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à quand Obi-Wan dans l'épisode 4, il dit terrasse-moi, je deviendrai plus puissant que... Et le terrasse, finalement, il devient une partie de Luke aussi, mais d'une manière très différente. Oui. Où il devient un conseil plutôt qu'un dirigeant. Ce serait, je trouve, un pouvoir intéressant du coup pour opposer côté obscur, ce côté lumineux. Donc après on a l'entraînement de Rey. Oui, entraînement qui est assez amusant parce que du coup on va s'entraîner. Après avec Leia qui malheureusement Leia, je trouve... Elle est réellement absente du film en fait. En fait ils ont fait ce qu'ils ont pu pour l'avoir et franchement je peux que saluer le truc parce que franchement ils avaient plus le choix. Ils pouvaient pas la tuer off-screen, ça aurait été horrible. Je pense que les gens auraient vraiment craqué. Du coup ils essayent, mais on sent que par exemple les quelques dialogues qu'elle a,
c'est des phrases très bateaux, donc des trucs qui ont pu être enregistrés n'importe quand, n'importe comment. Genre, vas-y, fais des tests un peu pour 2-3 trucs. Mais Parce qu'elle a toujours cette même pause, et je pense qu'elle a juste dit 45 tirades d'un moment, ils ont pris ces rushs-là. Ouais. Sinon, on la voit que de dos. Sinon, quand elle interagit avec les gens, elle est que de dos. C'est ça, parce que ça doit être une doublure. Ah bah oui, c'est clairement une doublure. Hein. Voilà. Et il y a un moment donné, parce qu'on est dans la zone spoiler, donc on doit le dire, quand elle meurt, tout simplement. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, il y a un moment, on peut pas on voit une copie numérique. À ce moment-là, c'est très visible au niveau du jeu de lumière sur la peau. C'est absolument pas naturel. Et moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux tout de suite. Mais il me semble que c'est la seule doublure numérique de Leia vieille. Parce qu'il y a une doublure numérique de Luke et on la voit justement s'entraîner avec Luke. Un point d'ombre où on disait est-ce qu'elle s'entraîne? Oui, visiblement Luke l'a entraîné. On les voit du coup tous les deux jeunes. Et c'est vrai qu'ils ont pris le bon goût de mettre ça dans une grande obscurité, juste les sabres laser qui augmentent, des casques qui couvrent, qui cachent la moitié de leur visage. Comme ça on voit pas trop que c'est des doublures numériques, mais ça reste acceptable. De toute façon maintenant on fait des trucs de fou avec ça. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce flashback, ce souvenir de Leia et Luke qui s'entraînent, Luke se fait battre par Leia, ce qui donne plus de légitimité à Leia en tant que maître de Rey. Qui devient que Rey appelle maître d'ailleurs à plusieurs, enfin une fois. Et comme je dis, voilà, chose qui est assez amusante, c'est que justement, Poe à un moment vient lui dire écoute, pourquoi tu t'entraînes, meuf, t'es déjà meilleur. Pourquoi tu t'entraînes? Nous on a besoin de toi ailleurs, ce serait plus pratique de t'avoir ailleurs. Et en fait, je peux comprendre ça, c'est une manière c'est une manière pour Rey, en tant que Rey, que personnage, de légitimer justement ses pouvoirs qu'elle a. Elle veut s'entraîner pour essayer de mériter, chose qu'elle n'avait pas faite jusque-là. Oui, parce que d'ailleurs à ce moment-là, elle ça. donne le sabre laser d'Anakin, enfin de Luke, le bleu à Leia en disant un jour je le mériterai. Et je pourrais le garder avec moi. Je pense que c'est un appel aux critiques, c'est un retour vis-à-vis des critiques qu'il y a eu de ce personnage. C'est ça. Et bon, le fait est que cette action-là tombe un peu à l'eau parce qu'à peine 5 minutes plus tard, elle récupère le sabre et elle part avec. On essaie de faire ce qu'on peut, mais les vaches, les mecs, c'est dur. Hein. Voilà, et on sent qu'il y a une volonté de bien faire, de remettre sur le devant de la scène, entre guillemets, des enseignements des deux premières trilogies. Donc ça c'était plutôt positif. Par contre, on n'en sait toujours pas plus sur la résistance. Parce que on voit qu'elle est réduite à peau de chagrin. Voilà, à la fin du 8, c'est 15 clampins dans un vaisseau. De toute manière, au début du 7, on voit ces 15 clampins dans un vaisseau. Enfin, c'est 15 clampins dans 15 vaisseaux, on va dire, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de trucs. Au début du 8, on voit que c'est peut-être 200 clampins dans une quinzaine de vaisseaux. C'est ça. Et après, c'est 15 clampins dans un vaisseau. Donc on voit que visiblement la résistance elle a vraiment aucun... autant l'Alliance Rebelle on pourrait croire que c'est des poches, des trucs comme ça qui sont un peu partout. Clairement je veux dire quand ils quittent une base, ils ont déjà une autre base de prévue. Oui. Donc c'est que voilà, il y a des informations, il y a des trucs qui sont un peu partout. C'est juste que le plus gros est à certains endroits. Faut voir la gueule des bases de la résistance. Enfin, quand on regarde la base de Crate qui avait un mur gigantesque et la base sur Endor. Pas sur Endor, la base sur Hoth, qui était creusée dans la glace, qui avait mis énormément de temps à se on sent qu'en fait il prépare le truc en quelques années sans doute assez vite, parce que j'imagine dans la SF on peut faire des choses vite. Mais voilà, c'est des endroits qui sont un peu paumés, que personne viendrait chercher parce que Hoth, il n'y a personne qui y vit quoi. Donc, et j'ai l'impression qu'ils prennent surtout des vieux trucs, genre ça doit être des vieux camps de mineurs ou des trucs comme ça qui ont été désaffectés, qui ont été récupérés. Et on va dire mais là j'ai vu que la résistance bizarrement il y a quand même plus d'hommes. On a l'impression qu'en fait c'est dans l'état avant le 8. Parce que je pense qu'après ils ont dû récupérer des cellules dormantes. Il s'est passé 1 an entre les deux films dans la temporalité de l'univers. Ouais, on sent qu'il s'est passé du temps. Il est logique qu'il y ait de nouveaux résistants qui soient arrivés, qu'ils soient venus avec des vaisseaux. Il y a un petit peu de renfort. Ils sont quand même pas ouf quoi. Ils sont 15 clampins. Ils sont. Moi, il y a quoi? Il y a une vingtaine de vaisseaux. Je dirais plus, ils sont aux alentours d'une centaine parce qu'à un moment donné on voit un briefing et ils sont quand même très. Ils sont une centaine, mais il y a grosso modo une vingtaine de vaisseaux disponibles. C'est ça. Aussi bien des chasseurs que des grosses corvettes. Il y a la fameuse corvette tentive quoi. Voilà, la tentive. Parce que c'est tellement iconique qu'il ne pouvait pas ne pas le mettre une il est dans les bandes annonces. Il est dans les bandes annonces. Il est partout. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Oui, donc du coup, ils vont trouver ce fameux artefact. Ce qu'ils appellent le Wayfinder en fait. Alors du coup, ouais, c'est ça, Kylo trouve lui l'artefact, du coup il va voir Palpatine. Et après les autres ils font putain merde, il y a visiblement Palpatine qui est quelque part, faut qu'on y aille pour arrêter tout ça, parce qu'il faut qu'on arrête Palpatine. Et du coup on est paumé, on ne sait pas quoi faire. Oh, comme c'est trop cool, on trouve un objet qui nous dit comment y aller, il nous faut un objet. Et on nous dit où est l'objet. Bah allons le chercher. C'est ça. C'est vrai que c'est comme c'est facile, le scénario, il tombe sur les trucs un peu à chaque fois, genre, ah ça fonctionne, tant mieux. Oui, et en même temps, ils font face à des difficultés qui n'en sont pas vraiment une des difficultés on peut voir. C'est le fait que 6PO arrive à traduire la langue Sith, mais il ne peut pas révéler le message parce que sa programmation lui interdit de traduire ce qu'il... Parce que son algorithme traduit de base, mais il dit attention c'est du Sith, donc je ne dis rien. Mais vu que c'est un droïde et qu'il a mémorisé le message, il peut plus l'ignorer, il n'y a pas un système de sauvegarde. Et justement le coup du... je regarde un dernier passage à mes amis, c'est le côté, ah oui, pour récupérer du coup le truc, on va chanter quelques circuits, ça va lui griller la mémoire. Donc en gros il est toujours là, il n'a plus de mémoire. Ils font allusion quand même au fait que D2 pourrait peut-être stocker sa mémoire. Voilà. Et c'est trop peu, il fait non, c'est trop instable. Sa mémoire est trop instable. Est-ce qu'on peut voir du coup du message de Léa peut-être quand ça galère au début dans l'épisode 4. Peut-être qu'il a encore cette mémoire de ça. Peut-être, il y a peut-être ça. Mais en fait, le fait est que plus tard dans le film, il restaure la mémoire. Voilà, R2 lui rend sa mémoire, et du coup, là, tu fais. Donc tout ça, c'était pour rien. C'est ça, c'est qu'en fait, genre, on essaie de nous donner des émotions pour des personnages qui sont là, des personnages auxquels les gens, en fait, ont de l'importance, c'est 3PO. Chewie, des trucs comme ça. On dit, tenez, ces personnages, vous les aimez, on va donner un sentiment d'importance à ces personnages, on va faire semblant de les tuer. Mais on va pas vraiment les tuer parce qu'après tout, on n'est pas prêt à aller jusque-là. Ben, par exemple, la fausse mort de Chewbacca, qui arrive. En fait, ça met tellement de temps à arriver. Pour ceux qui regardent ça sans avoir vu le film, à un moment, Chewie se fait capturer et envoyer dans une navette. Cette navette, du coup, est embarquée par un jeu de pouvoir entre Kylo et Rey. C'est ça, qui essaye tous les deux de tracter la navette avec la force. En essayant de donner trop de force, lance un éclair de force qui détruit le vaisseau. C'est ça. Ce qui, indirectement, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir ça peut être, ouais, vraiment, elle se pose des questions un peu après, mais c'est tellement rapide. D'avoir cette perte de contrôle-là. Mais c'est à la fois rapide parce que d'un coup, elle perd ce contrôle, mais en même temps, c'est très lent, à tel point que quand tu vois que le vaisseau est malmené par la force, tu dis... ça va mal se passer à un moment donné. Oui, à un moment, ça pouvait quand même se passer. C'est pas... Au début, j'ai cru que Kylo allait juste propulser le vaisseau en disant non, mais laisse-le, et laisse le vaisseau partir, quoi. Et donc, bon, le fait est que ce n'est pas le vaisseau où était Chewie, il y avait un deuxième vaisseau planqué qu'on n'a jamais vu. Si, parce que quand on les voit poser, on voit deux vaisseaux. Ah, on voit deux vaisseaux? J'ai pas vu le deuxième, moi. Sauf qu'ils montent dans un, et en fait, on voit juste au moment où Finn arrive, et il dit ah, ils ont capturé Chewie, on voit juste un vaisseau qui décolle. Ouais. Mais c'est pas le bon vaisseau, l'autre était déjà parti, c'était le deuxième. Donc, comme c'est chanceux. Voilà, c'est chanceux, il y a beaucoup de choses. Après, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que quand les personnages essaient de justifier leurs actions après la fausse mort de Chewie, c'est genre, on va faire ça pour Chewie, alors qu'en fait, ils le font pour la résistance, c'est leur mission. Ils n'ont pas besoin de justifier leurs actions en disant on va venger Chewie en piratant la tête à C-3PO. On peut comprendre qu'ils aient besoin de faire ça, mais comme je dis, voilà, c'est ça. Ils voulaient pas trop non plus cracher sur un personnage, parce qu'il s'est fait un peu, on a l'impression, dans l'épisode 7, avec un Han Solo qui est déglingué, un épisode 8 où on a un Luke qui est complètement déglingué. Et dans le 8, Chewbacca, il est relégué au rang de comic relief, quoi. Bah, il fait des blagues avec les porcs. C'est le cas aussi des 3PO. Effectivement, les personnages sont là en filigrane, histoire de dire qu'ils existent encore. C-3PO a toujours été un comic relief, il a toujours été à moitié absent du 1 et du 2. Je sais, mais quand même, quand la seule phrase qui balance du 7, c'est je crois que vous m'avez pas reconnu avec mon bras rouge, ou un truc comme ça, il va avoir 2-3 clics. C'est ça. Mais bras rouge, il n'a plus d'ailleurs. Qui n'a plus après, donc c'était vraiment histoire de vendre des nouvelles figurines. C'est ça. On va vendre des figurines avec un bras rouge. Pourquoi? Parce que après tout on peut le faire et que ça fait de l'argent. C'est ça. Mais là pareil, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Voilà, ils ont traité avec, je dirais, un peu plus de respect, parce qu'ils ont un peu plus d'importance. On sent que c'est des personnages avec des sentiments. Le fait que C-3PO dise tu sais R2, je crois que t'es mon meilleur ami.
Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on avait ressenti tout le long de la saga. C'est vrai que là, c'est enfin défini. Le fait que, par exemple, dans l'épisode 7, à la fin de l'épisode 7, la mort de Anne, Leia fait un câlin à Rey, se disant comme ça, comme quoi elle a senti que Rey était en détresse, mais pas à son meilleur ami Chewie, qui était le meilleur ami de son mari pendant très longtemps, pendant plus de 60 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'avait laissé un peu en suspens. Il se trouve qu'Abrams a dit ouais, ok, j'ai peut-être merdé là, j'aurais peut-être dû faire ça. Et là, il le fait. Du coup, il constate que quand Leia est mort, oui, ça atteint Chewie, quoi. C'est et que le gars est genre putain, il est anéanti par le truc, et voilà, il a des sentiments, il existe on va auprès des revenir autres personnages. sur la mort de... J'essaie de traiter le truc dans l'ordre chronologique parce que on vient de voir le film, donc c'est un peu plus simple, mais avant ça, on a donc... moi, ce qui m'a choqué, c'est que Kylo Ren, donc on parle du Wayfinder qu'ils vont trouver pour trouver Exegol, la planète des Sith. Kylo Ren, lui, le trouve dans une sorte de vieille stèle Sith qui avait l'air perdu au milieu de la forêt. Surtout perdu au milieu de la galaxie, quoi. C'est ça. Donc, il doit y en avoir plein, je pense. Non, ils disaient 2. Dans le film, ils ont dit il y en a que 2. Il y en a que 2. Putain, là, il a eu du mal à trouver l'autre. Ben, c'est un peu la question que je me suis posée. Je veux dire, c'est que c'est un empire Sith qui se planque, mais qui laisse des cartes pour y accéder. Ce qui est un peu. Comme Luke. C'est ce qui je me planque, mais je laisse des cartes pour qu'on puisse pas Alors, trouver. Luke, c'est un peu différent. Je pense qu'il avait simplement effacé la localisation de Acto de la base de la Résistance pour éviter qu'ils viennent le chercher. Et c'est en utilisant d'une carte du premier ordre qu'ils ont pu refaire retrouver. Non, parce que c'est pas une carte du premier ordre qu'ils utilisent. C'est la carte de BB-8. Oui, tout à fait. Ah oui, donc il a laissé. Oui, c'est avec le vieux qui meurt au début du set. Il avait laissé quand même un truc genre. Ouais, si c'est vraiment la merde. Je sais même pas pourquoi il avait laissé ça en fait. Je sais pas. C'est pas. J'ai envie de me planquer, mais on sait jamais. Des fois il se passe quelque chose, genre je sais pas, si vous avez des courses à me ramener. Mais donc ce qui est assez drôle sur les Wayfinders, c'est que visiblement il en reste que 2. Un qui était planqué quelque part, donc à la rigueur pourquoi pas, je veux dire si au moins les il a la force du premier ordre, je peux comprendre qu'il puisse identifier ce genre de truc. Ouais, mais en plus d'être une carte qui indique la planète, c'est surtout une carte qui permet de savoir où passer parce qu'il y a visiblement une nébuleuse à traverser qui est super chiant. C'est plus ça en fait, je pense, c'est le chemin qui permet d'arriver jusqu'à Exegol, plus que... Enfin Exegol. Oui c'est ça, Exegol. C'est plus le chemin qui est truc que la planète en elle-même. C'est que le truc est dans les confins oubliés, paumé derrière comme tu dis, une nébuleuse. Et du coup, avoir ce chemin, si t'as pas ça, en gros, tes risques de survie sont de moins d'1%. Tes chances de survie, parce que tes risques de mort sont... Oui, tes risques de mort sont très élevés. Mais et Rey trouve le deuxième sur donc l'étoile noire, sur les restes de l'étoile noire, de manière un petit peu indirecte, parce que les Sith ont fabriqué une dague qui a la forme des débris de l'étoile noire. C'est-à-dire que j'avoue, le truc qui est censé être limite qui disent ouais c'est dans le coffre-fort du machin. Ah oui, le coffre-fort il devait être dans l'étoile de la mort, quoi. Moi c'est ça. Ça aurait pu être une réaction qu'ils auraient pu se dire. Ils auraient pu dire où est-ce qu'on pourrait trouver un coffre-fort de l'Empire encore aujourd'hui. Sans doute dans l'étoile de la mort, à côté de Palpatine, quoi. C'est ça, donc... ils auraient pu essayer d'aller directement là, et là, non, ils arrivent, ils font non, écoute, on a un truc qui indique exactement, donc c'est-à-dire que après la chute de l'étoile de la mort, il y a des gars qui sont venus sur Endor, qui ont outliné l'épave en se disant ça va pas bouger en 40 ans. Hop. Et visiblement ça va pas bouger en 40 ans. Hein. Et on va mettre, du coup, on va créer une carte qui fait ça, quoi. Et on va la donner à un type, au type qui a tué les parents de Rey. Qui a visiblement qui a tué les parents de Rey, puisqu'on apprend du coup que Rey est donc la petite fille de Palpatine, et que de par son père en fait, qui était le fils de Palpatine, et qui avait fui l'Empire en se disant ouais quand même c'est un peu craignos. C'est ça. Je vais essayer de me planquer pour pouvoir vivre, pour pouvoir au moins offrir une vie normale à ma fille ou des trucs comme ça. Et le vaisseau qu'on voit donc du coup dans le set, c'est le vaisseau qui a capturé les parents de Rey. C'est ça, du chasseur de primes ou du à qui appartenait, et c'est ce chasseur de primes à qui appartenait la dague. Enfin chasseur de primes, non peut-être pas parce que... Non, c'est un chasseur de Jedi, il disait. Le gars visiblement il bosse avec les sites, il a la dague site du machin, qui permet... parce que lui justement il allait à Exegol, d'ailleurs c'est un peu débile parce que... D'ailleurs pourquoi est-ce que le fils aurait fui un père mort? Parce qu'il savait qu'il était pas mort. Peut-être qu'il savait qu'il était pas mort et que du coup
parce que c'est peut-être un fils qu'il a eu après sa mort, enfin après la fausse mort. Bah, j'avoue que le fils, quand il le montre, il a l'air d'avoir La trentaine. La trentaine, ouais, Ray a l'air d'avoir 6-7 ans peut-être, 5-6 ans. C'est ça. Donc non, au niveau temporel, c'est pas forcément déconnant, il peut être né... Putain, il a quand même du game, Palpatine, pour réussir à avoir des fils encore. C'est l'argent. Ou la force. Ouais, oui, forcément. Forcément, c'est tellement plus... Il est côté obscur, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est l'info qui tombe un peu... Enfin, voilà. C'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, on sent que ça avait... Je pense que c'était peut-être une idée d'Abrams au début, qui a pas du tout été travaillé dans le 8, parce que de toute façon, le 8 ne voulait rien avoir à faire avec le scénario d'Abrams. Ça, c'est... Non. Mais, donc, du coup, ça avance pas. Mais voilà, c'est vrai qu'on voit ce personnage, on se demande du coup qui pourraient être les parents de Rey, et là du coup on l'apprend. Donc voilà, on a deux lignées d'utilisateurs de la Force, Skywalker d'un côté, cette fois-ci côté obscur, et Palpatine du côté clair. Donc un renversement un peu des situations. Ouais. Et donc on a la Dark Rey qui se trouve, qui est juste une vision en fait, et j'ai été extrêmement déçu que ce soit qu'une simple vision. Moi je m'aperçois que beaucoup de monde s'attendait à ce que ce soit juste une vision parce qu'ils pouvaient pas non plus faire de Rey une méchante. Quoi. Non, mais... Même si elle se questionne sur le fait que Rey aurait pu être des trucs, elle se dit merde, peut-être que je suis méchante. Rey aurait pu être une nouvelle Dark Vador dans le sens où elle rejoint Palpatine. Et finalement, parce qu'on a eu la rédemption, du coup, au moment où elle récupère l'artefact, il y a aussi la rédemption de Kylo Ren qui redevient Ben Solo. Et c'est ça, parce que Rey tue Kylo Ren. Elle tue Kylo Ren. De toute façon, on va mettre entre guillemets, elle le plante avec son sabre, et après elle le soigne. Et du coup, il redevient parce que Ben maintenant Solo, la Force peut soigner les gens juste en les touchant. Alors, non, c'était déjà un pouvoir qui était... Ouais, je sais pas, il y a tellement de trucs maintenant... que les Jedi étaient de manière plus résistants, ils étaient plus endurants. Oui, clairement, ils sont plus endurants. Et après, dans l'univers Legend, il y avait aussi des histoires de trans de guérison Jedi, il y avait des trucs. Donc, c'est pas forcément choquant. Après, j'avoue que là, c'est un chirurgien. La Force, c'est hop, vous savez, je te soigne. Ça répare tout. Parce que le gars, c'est pas genre je stitch un peu le truc. Ça ne répare pas les fringues. Ils auraient pu pousser le vis jusqu'à réparer les fringues, mais non. Que biologique, ça donne des vêtements synthétiques. C'est ça. Donc, du coup. On a ce revirement de Kylo Ren qui redevient Ben Solo, et à ce moment-là, Rey, elle, est vraiment en proie au doute en se disant j'ai déjà causé la mort de Chewbacca, ou du moins, enfin, j'ai cru que je l'avais causé. Bon, ils l'ont libéré entre-temps, et je me rends compte que je suis complètement perdu, parce qu'on est En fait, c'est le fait que Leia meurt qui va complètement... qui va finir de perdre le dernier repère qu'elle a un peu... Elle est complètement perdue, donc elle veut s'isoler. Kylo Ren, lui, il a perdu sa mère, et c'était le dernier truc qui le rattachait au côté lumineux, on va dire. C'était le dernier truc qu'il n'avait pas lui-même voulu tuer. D'ailleurs, c'est quand il sent sa mère mourir, en fait, que du coup, lui-même bloque dans le combat et perd. Parce qu'elle l'appelle. Ouais, c'est ça, et le gars, il fait qu'est-ce qui se passe ? Et à propos de père, on a un retour d'Harrison Ford, du coup. Ouais, qui vient faire... À ce moment-là, qui vient en tant qu'un peu hallucination, je dirais. Un souvenir, il le dit, c'est juste un souvenir. Ouais, du coup, c'est un souvenir quand même vachement brut, quand même. C'est simplement le côté de dire j'ai déçu mon père, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si Han Solo, c'est pas vraiment exactement ce qu'il lui aurait essayé de le dire en fait dans le set, en fait. C'est ça. Et que du coup, il fait ok, ouais, c'est vrai, peut-être que je suis pas si méchant que ça, je vais peut-être devenir gentil. Comme ce qui se passe dans tout ce film, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il fait ah non, mais je suis un méchant, et là tu fais non, mais en fait, t'es gentil. Ouais, ok, je suis gentil. Sauf Palpatine. Ouais, c'est pas au niveau de Magneto dans les X-Men, mais. Ouais. C'est. Donc on a ce revirement-là, le revirement qui était logique. Oui, ce qui était un peu attendu par tout le monde. Je pense que Kylo Ren, qui depuis le début dit je doute d'être vraiment du côté obscur. Ça, pour une fois, c'est une promesse qui n'est pas trahie par rapport au reste de la saga. Ouais, c'est ça. Puis, il admet lui-même. Déjà, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est passé du côté obscur. Si ce n'est, merde, on a essayé de me tuer, peut-être que le côté clair, c'est un peu de la merde. Ouais, c'est plus la défiance qu'il avait vis-à-vis de Luke et... qui a présenté le côté... Et il s'est retrouvé entraîné là-dedans. Après, il voulait plus décevoir Snoke, qui l'avait aidé peut-être à se libérer de l'emprise de Luke. Enfin, il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Donc après, voilà, on a tout l'enchaînement logique avec
la résistance qui va affronter donc l'ordre Sith, puisque du coup on a aussi un retour de l'ordre Sith. C'est ça, parce que techniquement le premier ordre visiblement ils sont là, mais ils deviendraient une menace bien plus importante s'ils arrivaient à obtenir la flotte Sith. C'est ça. Et pour ça il faut que Kylo tue Rey, que Kylo n'a pas envie, lui tout ce qu'il veut c'est récupérer Rey, la mettre de son côté et pouvoir affronter Palpatine et voler sa flotte. Ouais. Donc globalement, je suis assez content d'avoir vu un ordre Sith, d'avoir vu quelque chose un peu de neuf, parce que c'est vrai qu'on avait teasé le fait qu'il y avait la règle des deux, tout ça. On a toujours cet aspect de règle des deux, parce que en soi, les Sith qu'on voit, c'est pas vraiment des Sith. C'est plus des agents dormants, on va dire, des gens qui sont là, qui attendent. Des croyants en fait. Ouais, c'est ça, c'est des croyants. Le peuple Sith. C'est des gens qui attendent en fait un retour d'un empire Sith. Qui n'avait pas eu le temps vraiment de se mettre en place, peut-être dans l'épisode 4, je veux dire, qui s'est fait tuer après, mais qui là sont là en train d'attendre, et c'est pour ça que c'est par leur secours que Palpatine a pu survivre. Du moins c'est comme ça qu'il l'explique, qu'il a réussi à décliner un peu des agents, à faire des trucs un peu... Visiblement c'est un agent Sith quand même qui a tué par Rey, voilà. Voilà. Donc voilà, visiblement les Sith existent, ils sont visiblement plus importants que ce qui était prévu. Mais voilà, après... Donc après sur le film en lui-même, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vrai qu'on pourrait parler de la bataille finale, ou des pouvoirs super de l'empereur. Moi le seul truc qui m'a un petit peu déçu, c'est la fin, c'est la manière dont meurt Palpatine. Ouais, il meurt pareil que dans l'épisode... Parce que il explique du coup qu'on a cette sorte de dyade entre Ben Solo et Rey Palpatine. Ouais, en gros le duo qui fait que tant que vous êtes là tous les deux, vous êtes quand même vachement plus puissants si vous êtes tous les deux. C'est ça. Avec ce super pouvoir de pouvoir se transférer des objets d'un point à l'autre. J'ai trouvé que ça faisait très prestidigitation. Ouais, c'est ça. Hop, tour de magie. C'est à la fois, il y a une logique. Mais en même temps. C'était préparé, mais en même temps pas vraiment. C'est ça. Mais c'est utile au plot. Et au moins, ils mettent le pouvoir qui, ok, est utile au plot. Ça sert pas à rien. Ça permet de faire avancer le plot de manière un peu facile. Alors, de manière un peu facile, oui, et en même temps un peu forcée. Parce que au moment où on a donc, le transfert du sabre laser de Rey à Kylo, où ça fait vraiment, franchement, un tour de magie. Ça fait tour de magie. J'ai l'impression que ça me disparu. C'est une magicienne et j'ai beaucoup rigolé à ce moment-là. C'est ça, et c'est assez drôle, et surtout qu'après derrière on a Kylo Ren qui ressort son sabre et qui regarde les chevaliers de Ren et qui fait. C'était à la fois très attendu ce passation de pouvoir parce que justement il a été préparé, on va dire, par différents trucs. Que clairement il y avait des interactions entre les deux univers qui se cohabitent de Rey et de Kylo Ren. Mais j'avoue que ce tour de passe-passe fait vraiment tour de passe-passe. Et quand il est arrivé, même si du coup ça ne casse pas le truc parce qu'on savait que ça se préparait, j'ai quand même rigolé un petit peu. Voilà. Après, en termes de réalisation, moi j'ai beaucoup aimé les échanges, le combat notamment de sabres où ils sont chacun dans un lieu différent, était très très bien fait. C'est là d'ailleurs qu'on commence à découvrir un petit peu, donc on a eu le moment où il lui arrache le collier et on sait pas trop pourquoi il le fait, mais visiblement ça marche. Pour la retrouver. Non mais on sait pourquoi il le fait dans le sens ce à quoi ça sert dans l'histoire. Oui, mais c'est vrai que mais on sait pas qu'elle a là depuis 20 ans et puis que... c'est ça. Elle a acheté un coffee shop. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est aussi le côté de dire... il savait visiblement, il avait cette sensation que ce qui était en train de sorte de lien entre les deux lui permettrait de faire ça. Et il le fait. Parce qu'à aucun moment, en dehors du 8 où il y a l'histoire de l'eau qui le mouille alors qu'il n'est pas censé être dans l'eau. Quelqu'un qui a la main mouillée, je sais plus si c'est... Ouais, il y a une histoire comme ça. Et ah oui, c'est à la fin du 8 où quand il tend la main à Rey qui monte dans le Faucon Millenium qui est sous la pluie. Elle lui a la main sur... Voilà, quand elle part de Acto, sa main est mouillée, donc il voit qu'il y a un transfert. C'est pour ça qu'après il l'utilise pour choper le collier. C'est un peu surprenant. Bon, vraiment au début, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une connexion physique presque, c'est ça, pas seulement psychique. Et à un moment donné, il se sert de cette connexion-là pour donc s'affronter au sabre laser. Mais Snoke disait c'est moi qui l'ai fait, et visiblement, même Snoke mort, ils ont toujours cette connexion.
Donc c'était Parce peut-être pas que lui, c'était Snoke, Palpatine. C'était Palpatine. Du coup, Ou alors il aurait c'était fait, une manière de... C'était une manière de mentir en disant haha, c'est moi. Non, c'est nous. Non, c'est moi. Donc, moi j'ai trouvé ce combat très sympa. Ça Surtout fait beaucoup moins confus que le combat dans la salle du trône de l'épisode 8. Oui, c'est clair. Disons qu'on en voit moins, on en voit beaucoup plus par flash, du coup je pense qu'ils ont pu se permettre de faire des trucs un peu... Parce que vous voyez, c'est vrai qu'on voit les chevaliers de Rennes justement, qui au combat les chevaliers de Rennes, qui ne servent... qui sont là en toile de fond, c'est genre, voilà, je suis navré, on a zappé les chevaliers de Rennes dans les épisodes 8, je vous les montrer là, ils servent à rien, mais au moins vous les verrez. Ah, je pense que si j'ai une déception globale sur la saga, vraiment globale, c'est-à-dire que tout film confondu de cette trilogie-là, c'est les Chevaliers de Rennes, parce qu'ils nous sont teasés comme étant Kylo Ren, le maître des Chevaliers de Rennes. Ouais, c'est censé être une force imposante, quoi. Ils passent, donc on les voit pas du 8, bon après pourquoi pas, mais ils passent dans le croiseur, et là t'as même les Stormtroopers, ils font « Oh mon dieu, c'est des démons, ah on a peur !» Ouais, le gars il fait des hommes, c'est plus des ghouls. C'est ça. ça. Comme ça. Ouais. En gros, voilà, ils ont une aura techniquement visiblement au sein du premier ordre. Ils sont maléfiques, ils sont clairement maléfiques. Il y a un truc qui transpire d'eux, et en fait, c'est quelque chose de pire, quoi. Ils représentent absolument en fait, rien. les chevaliers de Rennes sont des hommes de main. Des hommes de main de Palpatine, en fait. Parce que visiblement, après, ils sont pas liés, ils ont pas une allégeance envers Kylo Ren. Oui. Kylo Ren les combat, donc ils n'ont pas d'allégeance envers Kylo Ren, mais avec Palpatine. Donc peut-être que c'était même des agents de Palpatine pour surveiller Snoke. Peut-être Mais qu'effectivement, mais du coup, on saura rien. On sait pas d'où ils viennent, on connaît pas leur pouvoir, on connaît pas vraiment leur identité dans le sens... qui se baguent des armes bizarres. C'est ça, parce que... pourquoi personne n'a un blaster tout le long du film, on a des plans où ils sont là, mais et ils servent à ça que... Ils ont aucune interaction avec l'épisode. J'ai l'impression que ça a été rajouté en surplus. C'est ça. Genre merde, on les a oubliés, faut absolument qu'on les mette quelque part. Ils suivent les héros, donc ils sont à la recherche du Wayfinder. Ouais. Donc ils suivent les héros, et je sais pas, à un moment donné on les voit, ils sont sur une sorte de plateforme rocheuse avec un joli plan drone qui tourne autour d'eux en disant ça fait très fantasy, avec genre ça peut être un plan à la Conan le barbare qui brandit son épée, un truc comme ça, et au final ils sont là et ils disparaissent. Ils sont là, mais ils sont là de loin en fait. Ils sont toujours là, mais de loin. Le plan du coup, ils ne participent à rien. Le plan juste après, on a un Chewie, en plus on a un Chewie qui est complètement pâteau, on sent que l'acteur galère dans son costume, qui essaie de s'éloigner pour aller chercher Rey, et la caméra recule et il y a un chevalier de Rennes qui est là, et c'est tout. Et on les revoit pas après, ils ont capturé Chewie et tu dis mais vous avez pas vu le vaisseau qui est 3 mètres au-dessus de vos têtes? Ça aurait justement vachement intéressant qu'ils attaquent du coup le vaisseau qui essaie de partir, que les gars du coup soient obligés de partir un peu en quatrième vitesse, parce que justement il y a les chevaliers de Rennes qui sont là, qui sont en train de leur botter le cul, quoi. C'est ça. Ça aurait permis déjà de montrer un peu de montrer et pas juste de dire, parce qu'on a un film et c'est bien de montrer plutôt que de dire, de montrer justement que les gars sont dangereux et que putain la vache, même Rey et les autres, ils ont pas envie de se frotter comme ça tout de suite, ils peuvent se barrer, quoi. Ce serait peut-être mieux de... ils sont quand même 6 ou 7. Alors après en plus ils sont poursuivis par les chevaliers de Rennes. Après on peut comprendre pourquoi ils sont poursuivis et pourquoi ils interviennent pas, parce que leur objectif c'est pas d'arrêter Rey. C'est pas de tuer tout le monde, c'est juste de récupérer Rey. C'est de récupérer Rey, mais c'est peut-être aussi de faire en sorte que Rey se pointe d'elle-même vers Palpatine. Peut-être de la pousser dans le piège. De la pousser un petit peu dans ce piège-là. Possible, mais pourquoi embarquer Chewie, parce que c'est le copilote de Han Solo, parce que... Ouais, mais du coup ils auraient pu juste la battre. Oui, c'est vrai que... Parce que là, du coup, ça fait juste une raison pour elle, justement, de faire un détour pour aller sauver Chewie. C'est ça. Donc, mais là, pour une fois, mais c'est pas un détour, contrairement au 8, c'est pas un détour qui sert à rien. Tiens, le détour sur le casino, là, quand qui sert vraiment à rien. D'ailleurs... de toute façon, le final de l'épisode 9, ça prouve que le 8 n'a servi à rien. C'est ça. Et donc, on a Kylo qui affronte les Chevaliers de Rennes, et les Chevaliers de Rennes sont pathétiques. Parce qu'en plus, l'affrontement est fait en parallèle entre Kylo contre les Chevaliers de Rennes d'un côté et Rey contre les gardes impériaux, enfin contre les sortes de gardes de Palpatine. Et au final, et là, ils ont le même niveau, quoi. J'ai trouvé un truc intéressant. Déjà, du coup, c'est peut-être des gardes impériaux juste relookés, quoi. Ouais. Les Chevaliers de Rennes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, Rey n'utilise pas vraiment son sabre. En fait, elle utilise
ils vont lui tirer dessus, et du coup, tout ce qu'elle fait, c'est dévier les tirs, balancer 2-3 trucs de force. Elle se bat en fait comme un Jedi, quoi, comme quelqu'un qui a la force, et qui n'a pas forcément besoin d'aller au contact, comme je dis à la fin de l'épisode 8, où il y a ce combat où ils sont là en train de se battre avec des armes de corps à corps qui semble un peu absurde. Du coup, on a un Kylo et une Rey qui utilisent la force, qui reposent avec la force, qui dévient des tirs pour aller chez quelqu'un d'autre. À un moment, je pense qu'elle envoie même quelqu'un à terre, genre dans les pieds d'un autre, pour qu'il trébuche et pour que voilà. Ouais. Et les chorégraphies étaient beaucoup plus intéressantes. Ben, c'est moins visible, du coup peut-être qu'on peut moins juger parce que tout est vachement sombre. Le film est vachement sombre quand même la plupart du temps. La plupart des scènes qui se passent, c'est le côté obscur. C'est normal. D'ailleurs, j'ai trouvé très drôle que quand ils sont dans le vaisseau, dans le vaisseau principal de Kylo Ren, le croiseur, tout est gris, tout est sombre, sauf la zone de vie de Kylo Ren, qui est blanche, immaculée. Si ce n'est le piédestal noir où il y a le casque de Dark Vador. C'est ça. Donc, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant de montrer pas non plus juste une chorégraphie de je me bats avec un sabre contre des gens qui ont des unités de corps à corps, mais plutôt je me bats contre quelqu'un qui a la force, contre des gens qui ne l'ont pas, et je l'emporte haut la main, quoi. Je l'emporte haut la main parce que tout simplement, qu'est-ce que tu veux faire contre quelqu'un qui dévie tous tes tirs et qui te balance, qui t'envoie valser dès qu'elle en a envie, quoi. C'est ça. Et donc après, on retrouve. Après, il y a tout l'affrontement avec Palpatine. Palpatine qui montre une bonne partie de ses pouvoirs à ce moment-là. Ouais. Mais je suis un peu déçu parce que quand Ben et Rey se présentent devant lui, ouais. il explique qu'ils sont une dyade, donc un pouvoir un peu perdu, qui représente quelque chose. Il aspire la vie pour rajeunir. Et à ce moment-là, je m'attendais à vraiment un combat du 2 contre 1 au sabre, faire quelque chose, et au final, non, il balance des éclairs, il envoie valdinguer Kylo, il balance des éclairs. Ouais, c'est pas Palpatine du 6, quoi. C'est Palpatine du 6, ouais. Voilà, c'est pas Je lance des éclairs, et puis je reste un peu de loin, et du coup, il sort des éclairs sur le sable de Rey qui le part, et qui lui renvoie dans la gueule, à l'instar de Mace Windu dans. Exactement. Bon sang, Palpatine, t'apprends rien de tes erreurs, tu t'es déjà fait niquer une fois comme ça, il faut que tu le chopes une deuxième. Voilà. Donc effectivement, c'est le combat final est un petit peu décevant. Mais tout ça, c'est pour dire en gros, ouais, c'est ça. L'idée, c'est Palpatine et tout ce qui est le chemin des Sith. En gros, c'est tous les Sith de l'univers personnifiés. C'est ce qu'il dit clairement. Il dit je suis les Sith. Par moi-même, du fait de la transmission de machin là, je suis les Sith. Et Rey arrive en disant je suis les Jedi. Et donc du coup ça fait vraiment, on essaye comme dit de faire plus gros, ça va pas être un Sith contre un Jedi à la fin de l'épisode 6 ou machin, c'est le sentiment des Sith contre la doctrine Jedi, on va dire, même si elle ne suit nullement la doctrine Jedi, je veux dire un peu de son côté quoi, disons qu'elle est du côté clair et du côté obscur. C'est ça. Et que c'est juste un affrontement comme ça, et que à la fin elle l'emporte parce qu'elle a les sabres de Luke et de Leia. Ouais. Après, j'ai trouvé l'affrontement spatial un peu brouillon, mais. Ouais, mais en même temps, je pense que c'était un peu voulu. En fait, c'est compliqué d'avoir une lecture claire dans un environnement où t'as autant de destroyers interstellaires. C'est tellement dense en fait. C'est ça, et il y a tellement de trucs. Oui, comme je dis, plus gros, on va faire plus gros. C'est alors, on avait une star, une Death Star là qui détruit des planètes. Qui détruit même plusieurs planètes en même temps. Maintenant, on va faire une flotte entière où tous les vaisseaux sans exception, ils peuvent détruire une planète. Et genre, il y a 10 000 vaisseaux, donc c'est-à-dire que 10 000 vaisseaux, ils peuvent se balader et détruire 10 000 planètes d'un coup, quoi. Voilà, mais après... Putain, Palpatine, il comprend pas que ça marche pas, quoi. Bah si, ça marche, parce que... Ça a déjà foiré 2 fois. Ça marche parce que du coup, ils ça peuvent être partout. Troisième. Ils peuvent être partout. C'est-à-dire que c'est pas... En fait, je pense on va dire que là, c'est le côté, si nous en détruisent un, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, et c'est exactement ce... C'est que finalement, ils détruisent tout. Mais ils détruisent même pas tous, ils immobilisent quoi. Et on a la mort de Kylo Ren, enfin de Ben Solo. Ouais, pour sauver Rey. Il a brûlé tout son cosmos pour Ren. Qui est logique en fait, tout simplement parce que le personnage a été méchant tout le long. C'est ça, en fait. Il paye pour ses actions. Il a à l'instar de Dark Vador, donc il meurt en fait comme Dark Vador, mais d'une manière différente. C'est que plutôt que de faire une action de violence pour acheter sa rédemption, donc de tuer l'empereur, lui il fait un acte d'amour, parce qu'à la fin il dit il embrasserait, donc on va dire que c'est de l'amour. Il fait un acte d'amour en sauvant la vie de Rey. En la ramenant à la vie même, parce qu'elle était complètement morte, elle était froide. Oui, clairement elle était blanche. Elle était vraiment cadavérique. Donc ouais, il la sauve, on va
dire, je vais être entre guillemets, enfin il l'a ramené à la vie quoi, aux dépens de la sienne. Et donc voilà, il crée aussi un certain acte de rédemption, un peu à la start du coup, il devient un peu comme ce qu'il a toujours voulu. Il a voulu être un peu Dark Vador, finalement il l'est, mais par un acte légèrement différent. Ouais, c'est ça. C'est presque intéressant. Et non, mais j'ai trouvé cette fin, t'étais bien, elle était logique. Après, on a tout l'épilogue sur Rey enfin sur la victoire de la rébellion. En fait, ouais, genre dire Ben Solo qui revient au sein de la Résistance. Ouais, salut, c'est moi, je suis gentil maintenant. Et je pense que le gars se serait fait pendre haut et court en moins de 20 minutes, comme Hux. Est-ce qu'on va parler de Hux? Hux. Général Hux qui là il fait non mais maintenant je suis l'un des espions au sein de pour la Résistance. Pourquoi tu fais ça mec? Parce que Kylo Ren je l'aime pas. Et après il se fait abattre comme un chien d'ailleurs. Il se fait abattre comme un chien par un autre général. Et c'est un peu le côté... Par un général qui a servi sous Palpatine. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas un acteur qu'ils ont récupéré de la première trilogie. Peut-être, c'est possible. Parce qu'ils mettent quand même beaucoup l'accent sur ce personnage. On voit beaucoup son visage. Moi après j'ai pas reconnu parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la première trilogie, ça fait longtemps que j'ai pas vu la prélogie, ça fait longtemps que j'ai pas vu le 7 et le 8, au moins 1 ou 2 ans pour chaque. Donc voilà. Mais non, j'ai trouvé il y a plein de trucs qui étaient. En fait, dans le 7, je pense qu'ils voulaient en faire quelque chose du général Hux. Le 8 l'a tellement détruit, il l'a tellement fait passer pour une mauviette que le gars il pouvait pas garder ce personnage. Je pense que Abrams s'est mis à détester ce personnage et qu'il s'est dit je vais en faire quelqu'un encore pire que dans le 8, donc il va être encore plus petit, encore plus mesquin que dans le 8. Et en même temps, je vais le faire abattre comme un chien parce que on me l'a tué, je vais le tuer aussi. C'est ça. Donc ça c'est logique. Au niveau des personnages... J'ai pas été surpris quand il dit ah, c'est moi l'espion, tu fais ça rien que pour faire chier Ren. Et puis après qu'est-ce qu'il dit? Ouais non je fais ça rien que pour faire chier Ren. J'en étais sûr. Au niveau des personnages secondaires, on a quelques personnages qui vont se rajouter, notamment des personnages qui sont issus du passé, plus ou moins directement. Il essaie en fait de donner une histoire à tous ces personnages pour leur donner un peu plus de substance en fait. Parce que c'est ça, ce qu'on reproche beaucoup à ces personnages, c'est d'être un peu creux. Et là justement il va essayer de donner une histoire à tous ces personnages qui n'en avaient pas je pense à la base. Juste histoire qu'on se dise ok ils ont vécu dans cet univers, voilà pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont. Et je trouve ça intéressant mais en même temps ça arrive comme d'hab trop tard. Je dirais beaucoup de choses de l'épisode 9, ça arrive trop tard. C'est des trucs où maintenant en fait on ne les plus vraiment. Parce qu'on ça arrive trop tard et en même temps je trouve qu'il y a une partie... Tant mieux mais... par exemple je prends le personnage de Zori qui fait partie du passé de Poe. Elle arrive pas vraiment comme un cheveu sur la soupe, c'est pas genre le côté... on vous présente un personnage chez non, c'est Poe qui dit je connais quelqu'un qui va pouvoir nous aider et il se trouve que par hasard il tombe sur cette personne là parce qu'elle fait partie de son PC, mais c'est parce qu'il utilise... Pas vraiment parce que clairement le gars il a fait... Si je vais là-bas, il y a des chances que je me fasse abattre. Voilà. Il y va et la meuf elle a dit bon moi je vais t'abattre parce que j'ai vu que tu t'es rentré dans le truc. En tant que traître, je me dois de t'abattre. Enfin en tant que lui traître. C'est ça. Traître. Hein. Finalement le gars il fait non mais attends on est tous gentils. Et elle fait bon d'accord. Et du coup ils sont tous... Oui mais parce que visiblement il y a une histoire entre deux. Oui clairement oui. Donc je pense que c'était pour éloigner l'aspect romantique qu'il y aurait pu avoir entre Poe et Rey. Ouais. Qu'ils ont créé ce personnage pour éloigner un peu ce truc. Et c'est vachement étrange parce que justement quand on recroise la première fois les 3 personnages, c'est de là, revenons du coup c'est déjà sur le personnage secondaire, je reviendrai après sur le truc. Après quand on parlera plus de la saga dans l'ensemble, donc il y avait donc ce personnage là, bon il y avait le Baby Freak ou Baby Freak ou enfin ouais, le Tekos. Le Tekos voilà qui transforme qui chante les systèmes de CSPO, qui est rigolo sans plus, qui est oui voilà, il est là pour être drôle et pour avoir une petite figurine mignonne. C'est ça, enfin mignonne. Non, mais rigolote. Mais voilà, une figurine rigolote. Et Zana, celle qui découvre sur Endor. Oui, il y a une meuf qui est en fait comme Finn, c'est elle aussi une renégade. C'est ça, qui sont aussi en fait visiblement, il y a plein de Stormtroopers du premier ordre. Il y a plein de Stormtroopers du premier ordre, il y a peut-être que les Blacks qui résistent au nettoyage mental. Ça serait vachement intéressant. Et qui montre que Finn n'était pas le seul à avoir outrepassé son lavage de cerveau. C'est ça, ouais. Ce que je trouve intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on avait pu supposer, que clairement il ne devait pas être le seul, s'il y a un système de
de relavage de cerveau qui existent. Ouais, c'est ça, de reconditionnement. Ouais. On peut supposer qu'il y en avait d'autres qui arrivent, mais il y en a des fois, par exemple, là, elle dit c'est tout le bataillon qui s'est rebellé, donc du coup, comment gérer un truc quand t'as tout un bataillon qui se casse, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint une des idées, c'est que la manière dont pourquoi ils se sont libérés, c'est qu'ils ont eu un flash de dégoût. Un flash de dégoût, une sorte de ressentiment, et en fait, de ce qu'ils disaient, c'était mauvais, quoi. Voilà, oh bon sang, je suis méchant. Mais c'est justifié comme étant une action de la force. Il le dit que il a ressenti, enfin, c'est la force qui l'a libéré. It's a feeling. Voilà, de la même manière que la force, it's a feeling, là aussi il l'a ressenti comme. C'est ça. Donc je trouve ça intéressant. Après, il n'y a pas tant de personnages secondaires que ça qui sont. Non, mais après, il n'en faut pas plus parce que déjà on a du mal à s'attacher aux personnages principaux. Alors si on met plein de personnages. On voit que Rose avait quand même été beaucoup mise de côté. Elle est présente. Ouais, elle est là. Mais visiblement, elle n'est pas aussi présente qu'on aurait pu l'espérer. C'est-à-dire que si on se contente du 8, on pourrait dire que Finn et Rose finissent ensemble. Et ce qui est. C'est pas le cas en fait. Semble pas être le cas. Visiblement, Finn a dû dire non, meuf, écoute, moi je suis plutôt Ray. Je suis Team Ray. Et du coup, ça ne se fera pas, mais on peut toujours être amis. Ça ne se fera pas non plus avec Ray. Oui, du coup, parce on ne sait pas, parce que maintenant, même Ben est mort. Ben est mort, donc. Mais bon, voilà, comme je disais, la chimie entre les personnages, moi j'apprécie beaucoup le Finn Po, où quand ils sont à l'écran tous les deux, on sent qu'ils sont potes, qu'ils s'entendent vachement bien et genre qu'ils se comprennent, quoi qu'il arrive, et c'est ultra cool. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du scénario, ils ont peaufiné leur relation ? C'est exactement ça, j'y pense justement. Ils ont vraiment peaufiné le truc, et du coup c'est très agréable à voir parce que clairement les deux personnages et les deux acteurs vont très bien ensemble, il y a une alchimie entre les deux personnages. D'ailleurs, il y a un moment, le côté Po qui débarque, ouais, et tout, être commandant tout seul, c'est un peu chaud, est-ce que ça te dirait d'être commandant avec moi ? Et l'autre, il fait, ouais, d'accord, j'apprécie vachement le respect que t'as pour moi, tu vois. Et je trouve ça vachement cool. Que le gars dit, écoute, mec, ça me dépasse un peu, comme dans le 8, en fait, où clairement, ça te dépasse un peu d'être ça, qui était pas encore prêt à assumer ce rôle. Et là, quand il lui tombe dessus, il faut qu'il l'assume, donc il a plus le choix, mais il préfère le partager avec quelqu'un d'autre, histoire de pas être seul. Donc du coup après il s'appelle Général. Merci Général. Pour le truc. Ray est un peu justement quand Po et Finn reviennent avec le faucon et que le faucon est à moitié détruit et que t'as Po justement qui croise Ray et qui a du coup un BB-8 qui est quand même à la base le droïde de Po et qui est à moitié détruit, les deux s'engueulent et là je fais la vache, les mecs, tu as trouvé une chambre quoi. J'ai l'impression qu'il y avait une tension entre les deux là. Et c'est pour ça que c'est vachement étrange, c'est pour ça qu'on les voit peut-être pas tant que ça ensemble. Peut-être que ça aurait été c'est vrai qu'il y a une sorte de joke avec Finn qui voudrait en fait exprimer ses sentiments envers Ray, mais Po est toujours là. Mais Po est toujours là, et du coup il espérait que Po ne soit pas là, et je sais pas si c'est parce qu'il espère que pour qu'il n'y ait pas de truc, ou juste qu'il veut être seul avec elle. C'est ça, c'est bien fort. Le personnage de Calrissian qui revient mais qui fait plus un caméo. Qui revient, oui, mais à la limite c'est un caméo qui est qui est plus respectueux que ce qu'on aurait pu voir avant, où clairement il tue les personnages à chaque fois qu'il les croise. Tout à fait. Là c'est plutôt du... bon sang, comment vous avez fait vous quand vous êtes passé général ? Enfin je veux dire, moi je me sens pas prêt. Le gars il fait, bah je l'étais pas non plus mais j'ai pas vraiment eu le choix et... C'est ça, ouais. Et j'ai roulé avec quoi. Et le gars il fait, ok bah du coup je vais rouler avec. T'as pas le choix de toute façon. C'est un peu en apprendre plus de cette ancienne génération qui était là, qui a vécu les mêmes choses. J'en apprends et du coup bah je... C'est pour ça que je trouve qu'il y avait vraiment un vrai respect des personnages. Plutôt qu'un rejet de l'ancienne trilogie, c'est plus une acceptation et un truc. Donc, comme je dis, voilà, on se sent moins insulté par le film. C'est ça, exactement. Et comme je dis, après, il y a des scènes qui sont vraiment très très cool. Et on va terminer cette partie spoiler qui est quand même assez longue avec la toute fin et les derniers mots qui sont prononcés. Où Rey dit s'appeler Rey Skywalker, en fait, quand elle croise la vieille dame. Suite à la bénédiction de Luke et de Leia. Voilà, qu'elle voit apparaître en fantôme. Je suis un peu déçu pour deux raisons. Premièrement, j'aurais bien aimé que le fantôme de Ben soit là. Parce que en tant que dernier Skywalker... En tant que véritable descendant des Skywalker... Ça aurait été à lui d'approuver ça. Alors que là, c'est vraiment le côté... on met Ben Solo, qui pourtant a fait sa rédemption, et au même titre qu'Anakin dans et qui apparaît 6. Du coup dans l'épisode 6, ouais. Ouais, et ben on pourrait dire...
Ben peut faire une apparition et dire vas-y, t'as ma bénédiction pour porter le nom de Skywalker. Un nom que t'aurais porté si on avait. Enfin... Voilà. J'aurais pas dit ça comme ça, mais pourquoi pas. Mais tu as la bénédiction pour porter le nom de Skywalker. Je trouve que c'était plus intéressant que ça soit transmis par Ben que par Luke ou Leia. Oui, c'est vrai renforcer en fait l'aspect de ces nouveaux personnages et de cette nouvelle trilogie. Mais vu que celle-là essaie tellement de récupérer les anciens personnages, bah, du coup il le fait avec les anciens personnages. Bah, c'est aussi les limites, je pense. C'est surtout que j'ai un peu l'impression que t'as Leia et Luke qui disent bon, on a échoué avec Ben, heureusement t'es là. Tu vois, c'est dur. Et c'est très dur pour un personnage qui a été malmené, qui a failli se faire tuer mine de rien par Luke, ou du moins qui a eu l'impression de se faire tuer par Luke. De se faire attaquer par Luke. De se faire attaquer, donc. Voilà, j'aurais bien aimé que Ben soit là, et en même temps j'aurais bien aimé qu'elle ne prenne pas le nom de qu'elle ne prenne pas de nom du tout. Je peux comprendre qu'elle assume pas le nom de Palpatine, parce que le nom de Palpatine dans la galaxie, c'est un nom qui est un petit peu maudit. C'est une connotation, c'est comme si tu t'appelais Hitler, quoi, je pense. Et voilà, et à un moment donné, il y aurait eu un très beau parallèle entre... Il y a une scène en fait à un moment donné où sur la planète de sable où Rey croise une gamine et qui lui dit tu t'appelles comment? Je m'appelle Rey, mais c'est quoi ton nom de famille? Et là, Rey, c'est une sorte de créature... À la vieille femme? Non, pas la vieille femme, c'était une enfant. Celle qui lui file au début, voilà. Et ben, elle lui dit bah, j'ai pas de nom de famille, mais elle lui dit de manière genre je suis perdu, je suis désolé, et il aurait fallu qu'à la fin, moi à mon sens, qu'elle fasse je suis juste Rey, mais qu'elle soit en paix avec ça. C'est ça, et qu'elle dise je me revendique de rien, j'ai renoncé à mon héritage Sith par Palpatine, je ne me revendique pas comme étant une Skywalker, parce que du coup, la saga... Ils sont censés avoir terminé la Skywalker, donc ne plus avoir Skywalker, mais finalement elle reprend le nom. C'est ça veut dire que du coup, on n'aura plus de Rey après coup. Alors après, pourquoi pas, tant mieux. Pourquoi pas. Mais si c'est pour nous dire qu'ils vont faire une trilogie qui va se passer 20 ans dans le futur de celle-là, et nous dire qu'il y a eu Rey Skywalker qui a refondé l'ordre Jedi, et du coup, parce qu'elle assume clairement son héritage de Jedi, elle a un nouveau sabre laser. Oui, elle s'est fait son propre sabre. Super classe d'ailleurs. J'aime beaucoup le côté de la bague qui tourne pour le... très Sith quand même, je trouve, avec les petits pics et des trucs comme ça. Là, ça fait plus en fait, genre ce serait plus un sable de Jedi gris ou un truc comme ça. Voilà, mais je pense que c'est un peu le côté... mais après, c'est le côté peut-être plus agressif de Rey qui veut ça aussi. Et voilà, j'aurais aimé que ça soit juste Rey, tu vois. Je m'appelle Rey. Juste Rey. Et qu'elle soit en paix avec ça. Et tu t'arrêtes avec ça, avec le petit plan de fin qui est très joli, qui est le retour aux origines. Retour aux origines qui se comprend pas tant que ça. Bah en fait, alors je le comprends pour Luke, mais je le comprends pas pour Leia. C'est ça, exactement. Après, Leia, tu peux pas faire de retour aux origines, sa planète n'existe plus. Donc s'il faut revenir à une origine, ce sera Luke, et vu que c'est l'origine de la saga, je pense que c'est un compromis. Oui et non. Parce qu'après je serais allé jusqu'au bout du truc. Jusqu'au du coup. Sur Naboo. Ah, pour aller pour la mer? Pour la mer, tu peux dire on va... Ouais, mais elle connaît pas la mer d'Anakin. Bah elle est connue maintenant. Ils la connaissent, ils connaissent le nom de leur mère. De quoi? De Padmé. Ils connaissent Padmé. Donc, non, je sais même pas s'ils en parlent. Hein. Si, mais enfin après tu peux justifier de 25 millions. Mais après, pourquoi est-ce que s'ils doivent en parler, ils devraient peut-être plutôt parler, si Luke en parle à un moment, ou si Leia en parle, ils parleront peut-être plutôt de Dark Vador. Et du coup, oui, mais je veux dire, une manière de réunir Luke et Leia qui ont toujours été séparés entre guillemets. D'un point de vue story-wise, voilà, c'est vrai que c'est sujet à caution, mais d'un point de vue purement fan-wise, on va dire, c'est très bien vu. C'est le côté, on va rappeler aux fans qu'on apprécie quand même. La saga va se terminer de la même manière que le 4 a commencé. C'est ça, avec, par la ferme d'Ewen. Voilà, et avec plein de choses, avec exactement les mêmes plans de l'intérieur de la cuisine, de l'intérieur de trucs. Mais on s'aperçoit quand même que visiblement les cadavres... Ah non, ils ont été nettoyés. Ouais. Bah, après 30 ans, je pense qu'ils se sont décomposés sur place. Hein. Je sais pas. Ils n'ont peut-être pas été nettoyés, mais ils se sont décomposés sur place. Peut-être que Luke les a enterrés aussi avant de partir. Peut-être que Luke les a enterrés aussi, ouais. Mais... ou quand il est revenu, enfin bref, on s'en fout.
Enfin voilà. Et bon, la petite vieille qui arrive. Ah, ça fait longtemps que j'ai vu personne ici. Alors qu'est-ce que tu fous là, meuf? T'es perdu au milieu du désert. J'avoue que ça. La vache. Juste pour pouvoir faire une interaction et te demander t'es qui toi? C'est un peu étrange. Comme dit, c'est la vache. Heureusement qu'il y a ça, hein, parce que c'est bien facile. Hein. Sans ça, il sera en galère. Hein. Mais globalement, voilà. Moi j'ai bien aimé le film. Moi je reste plus mitigé. Il y a beaucoup de choses que. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que. Ça fait très. J'ai été. Il y a pendant une longue période dans le film, j'en pouvais plus quand j'étais là. Trop bien. Quand Luke fait revenir son X-Wing, où je me dis, mon dieu, c'est le X-Wing d'origine. Et là, les mecs ils disent. Il y a R2D2 qui dit j'ai capté un message provenant de Luke Skywalker. Parce que le X-Wing, c'est le X-Wing de Luke en fait qui est identifié. Bah oui, quand Rey arrive, enfin repart de la. Comme je dis, ça fait beaucoup appel aux anciens fans. C'est ça. Après nous avoir craché dessus, après les réflexions qu'on a fait du 8 et du 7 et du 8, les gars sont là, genre. Je dirais pas qu'ils s'excusent, mais c'est. Écoutez, Abrams qui a dû dire on a dû faire une erreur quelque part. Quand même, ça fait 2 fois qu'on nous crache dessus. Peut-être qu'on devrait faire appel à eux, parce que c'est eux qui nous donnent des thunes quand même. Ouais, mais le retour du X-Wing à la fin, quand Finn dit qu'il y a Red 5 qui est en route, ouais. dit ah mon dieu, c'est l'identifiant qu'il avait lors de la bataille de la première tonnerre du premier film, tout est un rappel en fait. Il y avait au début de retour sur ça. Et j'étais vraiment très ému sur certaines scènes. Mais ça fait pas non plus trop putassier quoi. Non. C'est justement le. Non, il y a une justification. Contrairement au 7 où chaque fois le retour des personnages, des illusions font un peu trop. Là, non. Oui, surtout que. Enfin, je le sens moins. Ça se base sur des éléments qu'on connaissait. Je veux dire, quand Rey est sur Acto, qu'elle crame le taille de Kylo Ren pour dire non, plus jamais je repars d'ici, on dit ok, comment tu vas repartir? Mais parce que dans le 8, on nous a montré qu'il y avait un X-Wing qui était bloqué. Hein. Bon, il a du bol que le X-Wing est très résistant au sel marin. Bah, il est visiblement très résistant aussi aux marais de Dagobah, donc après, on va savoir. Ouais, enfin, le marais de Dagobah, il y a passé peut-être 2 jours. Hein. Alors que là, il a peut-être passé 5 ans, d'accord. Il a peut-être passé peut-être même 10 ans dans 10 ans dans le truc. Mais après, je veux dire, voilà, n'en parlons pas. Mais voilà, c'était très, très sympa. En plus, il y a même la musique est là, ouais. Tout est là. Tout est là pour rappeler en fait aux vieux fans. Ok. Voilà, c'était notre avis sur l'épisode 9 qui termine cette saga. Un peu confus, mais. Un peu quoi? Aussi confus que moi mes sentiments vis-à-vis de ça. Ouais, peut-être qu'après il faudrait revoir l'intégralité des films pour se refaire une idée, je sais pas. J'aimerais bien peut-être tenter d'aller le revoir au cinéma pour. Moi pas. Mais. Pour le revoir, et puis on verra ce qu'il en est. On va s'arrêter là pour cette vidéo et on vous retrouve très vite pour la suite, en fait, la deuxième partie. On va revenir un petit peu plus sur l'impact de cette 3e trilogie sur le reste de la saga et l'impact aussi des autres films sur le 9.